Vers le milieu du jour suivant, l'homme, voilà, de Vigie, fit entendre le cri joyeux de « Terre par le bossoir du tribord !» Nous aperçûmes une île appartenant à un groupe de plusieurs autres très vastes. La côte était à pic et l'intérieur semblait bien boisé, circonstance qui nous causa une grande joie. Nous jetions l'ancre à une lieue de la côte et nous reçûmes l'ordre d'emmener les 2 plus grandes embarcations. Partis d'un détachement bien armé, Peters et moi découvrîmes bientôt une passe où nous entrions déjà, quand nous aperçûmes qui se détachaient du rivage 4 grands canots, chargés d'hommes qui semblaient bien armés. Ils furent bientôt à portée de la voie. Le capitaine Guy hissa alors un mouchoir blanc à la pointe d'un aviron. Mais les sauvages s'arrêtèrent tout net et se mirent soudainement à jacasser et à baragouiner très haut, poussant de temps en autre de longs cris, parmi lesquels nous distinguions les mots Anamoumou, 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 et les mots Lama, 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 Anamoumou, Lama, Anamoumou, Anamoumou, Anamoumou. Ils continuèrent leur vacarme pendant une demi-heure, pendant laquelle nous pûmes examiner leur physionomie tout à loisir. Dans les 4 canots, il y avait en tout 110 sauvages. Leur charpente était plus musculeuse et plus charnue que celle des Européens. Leur teint était d'un noir de jet, leurs cheveux épais, longs et laineux. Ils étaient revêtus de peaux à fourrure, à poils longs et soyeux. Leurs armes consistaient principalement en bâtons d'un bois noir et en apparence très lourd. Nous aperçûmes aussi quelques frondes. Le fond des canots était chargé de pierres noires de la grosseur d'un gros œuf. Une fois qu'ils eurent terminé leur harangue, l'un d'eux, qui semblait être le chef, se leva à la proue de son canot et nous fit signe d'amener nos embarcations le dos au bord. Nous pensâmes que le parti le plus sage était de maintenir autant que possible un espace suffisant entre eux et nous. Le chef devina notre pensée et fit signe aux 3 autres canots de se tenir à distance pendant qu'il continuait de s'avancer vers nous avec le sien. Puis, il sauta à bord, aussitôt qu'il nous eut atteint, s'assit à côté du capitaine Guy et désignait du doigt la goélette, en répétant les mots Anamoumou et Lama Lama. Nous retournâmes vers le navire, les 4 canots nous suivant à quelque distance. En arrivant au long du bord, le chef donna les signes d'une surprise et d'un plaisir extrême, claquant des mains, se frappant les cuisses et la poitrine et poussant des éclats de rire étourdissants, et bientôt toute sa suite unit sa gaieté à la sienne. Heureux d'être ramené à son bord, le capitaine Guy donna à entendre au chef qu'il ne pouvait recevoir à son bord qu'une vingtaine de ses hommes à la fois. Le chef, qui s'appelait Too-Wit, comme nous le découvrîmes bientôt, s'accommoda parfaitement de cet arrangement. 20 des sauvages montèrent à bord et se mirent à fureter dans toutes les parties du pont. La stupéfaction semblait trop grande pour s'exprimer par des paroles, car ils rôdaient partout en silence, poussant de temps à autre de sourdes exclamations. Les armes leur donnaient une grosse matière à réflexion. Je ne crois pas qu'ils en soupçonnaient le moins du monde l'usage, mais qu'ils les prenaient plutôt pour des idoles, voyant quel soin nous en prenions et avec quelle attention nous guettions chacun de leurs mouvements pendant qu'ils les manipulaient. Il y avait aussi dans la cabine 2 grandes glaces. Too-Wit fut le premier qui s'en approcha. Et quand il se vit réfléchi dans le miroir, je crus qu'il allait devenir fou. Comme il se tournait brusquement pour battre en retraite, il se revit encore en face de lui, se faisant face à lui-même dans la direction opposée. Et pour le coup, je crus qu'il allait rendre l'âme. Il se jeta par terre, se cacha la tête dans les mains et resta immobile, si bien que nous dûmes le transporter nous-mêmes sur le pont. Nous ne constatâmes chez ces sauvages aucun penchant au vol et ne déplorâmes après leur départ la disparition d'aucun objet. Pendant la durée de leur visite, ils montrèrent les manières les plus aimables et les plus amicales. Cependant, il était positivement évident qu'ils n'avaient jamais vu aucun individu de race blanche. Par ailleurs, il nous fut impossible de les faire s'approcher de quelques objets inoffensifs tels que les voiles de la goélette,
Un œuf ou une écuelle de farine, ou un livre ouvert. Nous essayâmes de découvrir s'il possédait quelque article qui puisse devenir objet de trafic ou d'échange. Nous eûmes le plus grand mal à nous faire comprendre. La perspective de tirer malgré tout de sa découverte quelques spéculations profitables poussa le capitaine Guy à tenter une exploration complète dans l'intérieur des terres. Ayant, fort heureusement, dirigé la goélette à travers les récifs, grâce aux indications de Too-Wit, nous jetions l'ancre dans une baie excellente, fermée de tous les côtés par la terre. Le chef nous proposa de l'accompagner et de visiter son village dans l'intérieur. Le capitaine Guy y consentit, et 10 des sauvages ayant été laissés à bord comme otages, un détachement de 12 hommes d'entre nous se prépara à partir avec le chef, et sans avoir oublié de prendre toutes les précautions préalables pour se garder d'une surprise. À chaque pas que nous faisions dans le pays, nous acquérions forcément la conviction que nous étions sur une terre qui différait essentiellement de toutes celles visitées jusqu'alors par l'homme civilisé. Les arbres ne ressemblaient à aucun autre. Les roches elles-mêmes étaient nouvelles par leur masse, leur couleur et leur stratification, et les cours d'eau, quelque prodigieux que cela puisse paraître, avaient si peu de rapport avec ceux des autres climats que nous hésitions même à y goûter. Bien que cette eau coulât avec limpidité sur toutes les pentes, elle n'avait cependant jamais l'apparence habituelle de la limpidité, mais elle ressemblait plutôt à une épaisse dissolution de gomme arabique dans l'eau commune. Et elle offrait à l'œil toutes les variétés possibles de la pourpre, comme des chatoiements et des reflets de soie changeante. Il se produisit dans nos esprits un étonnement aussi profond que celui des miroirs sur l'esprit de Too-Wit. Car les phénomènes de cette eau formèrent le premier maillon d'une chaîne bien définie de miracles apparents dont je devais être à la longue entouré.